Les panélistes de haut niveau que nous avons, dont je vais rappeler le nom tout à l'heure, ce matin, nous en diront davantage et préciseront ce qu'il en est réellement. Deux faits majeurs méritent d'être soulignés, à savoir, d'un côté, l'endogénéisation du djihad, tant par ses leaders que par ses membres, car toutes les communautés sont concernées, que ce soit les communautés Peul, Daousahak, Dogon, Malinké, etc. De l'autre côté, la gouvernance désastreuse de nos pays du Sahel des 60 dernières années, la structure inégalitaire de l'organisation sociale versus la quête de mobilité, voire d'émancipation. Et ça, je pense en fait aux jeunes, aux esclaves par ascendance, aux allochtones, etc. La quête de sens pour la vie sont entre autres des facteurs structurels et récents d'enrôlement des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens, etc. Dès lors, il convient de complexifier l'analyse afin de saisir la dimension historique du djihad et son lien avec le djihad en cours. La dimension économique de l'engagement insurrectionnel, notamment la question foncière, mais toutes les questions de compétition des acteurs autour des ressources qui s'amenuisent, la question de la radicalisation religieuse postérieure à l'enrôlement sont autant de dimensions à prendre en compte. Donc finalement, pour en parler, cette matinée, nous aurons droit à trois interventions de belle facture. Le premier intervenant nous vient du Sénégal, donc un historien de l'UCAD, M. Daouda Diop, dont la communication est intitulée Le djihad de Madiamke d'Amadou Chekouba de 1869 à 1875, enjeu foncier pour sauvegarde d'un patrimoine rigoriste au Sénégal. Après son intervention, Charles Grémont, historien donc macotaire qui est de LPR de IRD, va aussi nous entretenir sur une communication intitulée Nous avons troqué nos chèvres pour les Kalachnikovs. Émancipation politique et concurrence pastorale, les nerfs de la guerre des Zidak Sahak au nord du Mali. S'en suivra l'intervention de M. Gilles Holder, anthropologue IMAP CEDRES, dont la communication intitulée D'un djihad à l'autre, entre émancipation et contestation des droits fonciers, la remobilisation contemporaine de la DINA au centre du Mali. Donc, à l'issue de chaque intervention, comme je l'avais dit dans mon propos liminaire, nous allons avoir une discussion d'une vingtaine de minutes. Donc, sans autre forme de transition, si Daouda Diop est toujours avec nous, vous avez la parole pour exactement 20 minutes. Donc, nous sommes dans le temps, il est 9h01 minute. Je pourrais appliquer la démocratie autoritaire. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Est-ce que vous m'entendez très bien? Ça va? Oui. Je suis un peu loin de Dakar, mais je pense que d'accord, voilà. Alors, merci beaucoup de me donner cette opportunité de participer à ce riche séminaire de Macotaire qui est maintenant très connu, en tout cas au niveau du Sénégal. Merci beaucoup à Jules, à Charles, à tous les étudiants ici présents. Alors, aujourd'hui, la problématique que j'essaie de traiter, qui n'est pas si facile que ça, c'est le djihad madianké d'Ahmadou Chekouba de 69 à 1875. Je m'intéresserai un peu aux enjeux fonciers et surtout aux sauvegardes de nos bâtiments égoïstes. Mes sources, je pars des archives nationales du Sénégal, mais aussi celles d'Aix-en-Provence, la tradition orale et enquête de terrain, ouvrages et articles. Dans un premier temps, je pense qu'il est intéressant de s'intéresser à cette étude des rapports sociaux tout couleur Wolof, ces deux ethnies qui occupent, donc au-delà de la vallée du fleuve Sénégal, l'interland, ce que Ben Boubacar Bari appelle la Sénégambie, et le sentiment de subalternisme. Dans la mémoire collective, les tout couleurs sont des éleveurs, donc peuple Fulani, Fulbe ou Peul, mais aussi ils appartiennent à cette classe maraboutique au sommet de la pyramide sociale. C'est le cas des Ba, des Tal, des Sal, alors familles qui ont marqué l'histoire de l'Afrique de l'Ouest par des mouvements de réforme islamique. C'est dans cette foulée que l'on peut intégrer le djihad d'Ahmadou Chekouba qui va hériter de son père Mohamedou Ameba dès 1865-66, un mouvement rigoriste qui part du millénarisme, c'est-à-dire qui incarne le Mahdi qui est revenu pour restaurer, disent-ils,
l'islam. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement cette histoire chronologique qui parle de 69 à 75. Je pense qu'il est important de prime abord, donc au-delà de l'aspect djihad ou révolution musulmane, d'analyser les rapports sociaux tout couleur wolof, en tout cas pour mieux comprendre le djihad madianké et les enjeux fonciers. Pour beaucoup, ces tout couleurs d'ailleurs alors, auraient été les plus instruits, ce qui est normal, puisqu'il y a ces influences de cette interconnexion économique qui met en relation les commerçants morts ou Baïdan, pour ceux qui parlent arabe. Baïdan, c'est un peu cette noblesse mort hein, avec l'Afrique au sud du Sahara et qui, par le biais du commerce, participe à la propagation de l'islam bien avant le XIe siècle. Ce qui est également intéressant, c'est que les rapports sociaux font état d'une sorte de soumission spirituelle des Wolofs aux Toucouleurs. Hein? Donc les Wolofs vont prendre les Toucouleurs comme étant le seul maître et cela intervient bien avant la révolution Torodo de 1766. Les Toucouleurs sont vus comme les seuls guides spirituels, ce qu'on appelle en arabe Mourchid, censés guider les âmes en errance. Pourtant, les universités Wolof de Pire, en 1603, de Koki, ont participé à la formation des élites Toucouleurs, Thierno Souleymane Bal par exemple. Mais ce sentiment de subalternisme va nourrir le djihad et va s'intéresser de plus en plus, je veux dire, au foncier bon, pour intégrer les différents terroirs et qui aura permis de confédérer l'espace tout couleur à celui Wolof sous la tutelle de l'islam. Comprendre le processus du djihad, surtout à partir de 1871, c'est aussi comprendre la hiérarchisation sociale ou même traditionnelle tout couleur Wolof, les franges sociales qui se créent issues de la haute noblesse. C'est le cas de la classe dirigeante donc au Jolof, hein, donc pays Wolof, dirigé par un certain Bara, donc au Kayor par Ibra Penda ou Amrindak. C'est la raison pour laquelle dans ma deuxième partie, j'essaierai de faire une étude cartographique, c'est-à-dire cartographier l'espace pour mieux appréhender la problématique enjeu foncier, qui est non négligeable. Alors rappelons que je ne vais pas traiter le djihad de sa manière la plus chronologique, ça ne m'intéresse pas trop, mais c'est surtout pour faire état de mouvements réformateurs qui, donc au-delà de l'islam militant, nourrit en fait cette sorte de course aux intérêts pour le foncier, mais aussi essayer de soumettre dans ces classes qui ne sont pas au sommet de la pyramide sociale, qui ne sont pas tout couleurs, qui sont des Wolofs. Le djihad madianké est un peu différent du mouvement d'El Omar Al-Fouti Tall, qui à partir de son fergo, c'est-à-dire ce départ massif du Fouta Toro, va occuper les autres territoires. Celui d'Ahmadou Chekou est marqué par son rigorisme, son orthodoxie. Alors, pas d'eau de vie, pas d'adultère, pas de blasphème, pas de cigarettes, etc. Et en fait, se doit de faire face à deux fronts. C'est le régime colonial dès juin 1869, mais c'est aussi les Tchédo, le régime Tchédo non intégré à la cause islamique, j'y arrive, et qui entend défendre ardemment son territoire. Donc, le régime Tchédo, ce sont ces soldats, je veux dire, aguerris et qui ne s'intéressent pas à la propagation de l'islam, à cette orthodoxie, et qui entendent au quotidien se battre pour conserver le foncier et ils n'acceptent pas de se soumettre à ce sentiment de subalternisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on cartographie le terrain, l'objectif des Madiankobé, pour ne pas dire les partisans d'Ahmadou Chekou, c'est de réussir à ériger en fait un territoire, donc allant du Marigot de Doué dans le Taureau jusqu'au lac Tana, près de la ville de Rufisque, en face de l'Atlantique, en soumettant le foncier, c'est-à-dire en soumettant les royaumes Wolof, Kayor et le Jolof. Donc rappelons que ces deux royaumes, le Kayor et le Jolof, représentent respectivement par un système d'alliance issu des mariages entre les marabouts, souvent tout couleur ou morts, sédentarisés avec les princesses Wolof. C'est un système, c'est-à-dire on essaie, par le biais du mariage, d'intégrer des territoires. Hein. Donc Wolof, donc au Fouta Toro, mais ce qui va permettre, par le métissage, de mieux réussir cette confédération. Alors, autrement dit, ce qu'il faudra noter, c'est que bien
qu'étant influencé par la réforme Charbouba. Vous connaissez un peu la réforme Charbouba, qui a nourri un peu le mouvement tournant de Nasser al-Din, marqué par aussi son rigorisme. Ce qu'il faut constater, c'est que les Shourafa Baïdan qui ont influencé Ahmadou Chekou et qui sont les ancêtres paternels de certaines élites, je vous dis Wolof, de bonnes relations avec le pouvoir royal. Donc, un link entre le pouvoir royal donc en place, qui sont au cœur du foncier Wolof, qui en fait intéressent aussi les marabouts tout couleur. Mais par les biais du métissage, on essaie tout simplement d'aller donc au-delà de cet aspect djihad que beaucoup d'historiens donc on lui a accordé, je veux dire, beaucoup d'importance. À ce propos, il faut aborder la problématique de la cohésion sociale. Entre guillemets, ce n'est pas une cohésion sociale qui est loin d'être bancale et qui ne saurait en fait gommer l'intérêt accordé aux fonciers. Mais d'ailleurs, un chercheur, William Montgomery Watt, défend souvent la thèse selon laquelle certains prêcheurs ont réussi à revivifier deux aspects interdépendants de l'islam, et souvent qui n'ont rien à voir avec la propagation de l'islam, rien à voir avec le djihad. C'est une course aux intérêts qui est là, qui est bien vivante. C'est ce que les Arabes appellent le culte à l'ibadad. Donc on passe par le culte, je veux dire islamique, on passe par les relations sociales un peu voilées, ce qu'on appelle muamalat, qui permet un peu d'essayer de cultiver une moralité qui, en réalité, n'existe pas. C'est ce qu'on appelle al-ihsan, la bienséance, al-adab, etc. Le mariage joue un rôle important pour le foncier et qui illustre non seulement cette coexistence pacifique, entre guillemets, malgré le caractère immuable du rigorisme défendu. C'est aussi un moyen de contrôler les terres, de les exploiter, et grâce à une main-d'œuvre pas servile, mais soumise à la chaîne mystique, hein, ce qu'on appelle le silsila. Donc, on a les disciples, nous avons le marabout, qui est censé conduire, je veux dire, les aspirants, ce qui permet un peu de nourrir le djihad, ce qui me permet aussi de dominer et le Kayor, le Jolof, le Walo, et même le Djiri et en fait, le Walo, ce sont ces frontières jouxtant en fait, le fleuve Sénégal. En fait, Ahmadou Chekouba a une perception, je pense que je suis dans le temps, je suis à 9h11 normalement. C'est ça, monsieur le modérateur? Alors, Ahmadou Chekou a une perception bien particulière du régime foncier. Alors, pour lui, il faut réussir déjà le subalternisme, c'est-à-dire soumettre les Wolofs, qui ne sont pas des couleurs, qui pour lui n'ont pas d'élite maraboutique. Mais pour lui aussi, il est d'abord spirituel. C'est-à-dire la question liée au régime foncier est spirituelle. Et il le dit lors de son jet à Chawan, pour les étudiants qui parlent Paul, il dit Handi Dine Darima. Je parle un peu Paul, il dit voilà, maintenant, on a ici, en fait, le flambeau de l'islam, mais ici s'arrête notre territoire. C'est une sorte d'État islamique. Il s'agissait à partir de février 1975, pour lui et ses partisans, de gommer les régimes fonciers traditionnels. Donc, au-delà du subalternisme, donc, on soumet les régimes fonciers traditionnels à un régime spirituel madianké. Donc, fini le droit de hache, le droit de sabot, le don, etc., pour instaurer un régime intimement lié à la propriété spirituelle madianké. Donc, par conséquent, les Madiankobé, pour ne pas dire les partisans d'Ahmadou Chekou, vont remettre totalement en cause tout ton système organisationnel traditionnel. Alors, je vais essayer de me résumer. Alors, dans la tradition sénégamienne, hein, je pense que vous le savez très bien, les Laman étaient, les Laman, L-A-M-A-N-O-S, étaient grands propriétaires terriers dont les droits préexistaient à la surimposition de la monarchie et même du régime maraboutique. Mais dans la logique d'Ahmadou Chekouba, ça va disparaître, même si ce régime des Laman accordé aux collectivités locales, c'est-à-dire les différentes institutions, je veux dire politiques, l'essentiel du pouvoir politique. Mais
de ce pouvoir va subir avec Ahmadou Sékou, en tout cas suite à ce sentiment de subalternisme et de soumission des territoires des terroirs, une transformation majeure. Alors, donc, hormis le colonialisme qui devient, je veux dire, une réalité donc à noter dès 1854, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est cette foi nouvelle qui semble être totalement en porte-à-faux avec la coutume qui avait fait des rois de véritables dieux, entre guillemets. Les convertis, en tout cas au madiankisme, cette doctrine vigoriste qui met en avant et l'islam militant, et le foncier, et la soumission en fait, des autres ethnies, bon, ces jeunes convertis rompaient avec le passé, refusaient de vouer un culte à un être qu'ils savaient désormais périssable. Et pareil à eux, c'est le roi. L'élargissement de cet horizon à la fois culturel et culturel s'accompagne ainsi d'une sorte de désacralisation progressive de la personne du roi. C'est-à-dire les Damel du Kayor, les Brak du Wallo, subissaient en quelque sorte ce régime extrêmement violent et qui ne saurait jeter le voile sur ce sentiment qui va au-delà je veux dire, du djihad. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour ce qui est du foncier, en tout cas pour les peuples de la Sénégambie, ces populations de la Sénégambie, vont disparaître progressivement avec l'arrivée du madiankisme, le droit du feu, le droit de la hache, le droit du premier occupant, le laman n'est plus propriétaire coutumier et maître des terres. Et en fait, le mode de gestion qui était jusque-là communautaire sous l'autorité des damels, pour ne pas dire des rois, est maintenant sous la houlette, je veux dire, de Ahmadou Sékou et de ses partisans. La fin, alors il me reste 5 minutes, je pense, la fin du djihad armé en 1875 pour les Madiankobé. Alors pourquoi le foncier est très frappant, puisque à partir de 1871, on occupe le Djolof, on occupe ensuite le Kayor. Les rois, la Dior, que certains connaissent, la Dior, les Latsukaben, les Amari, en fait, les Al-Bouringay vont nouer alliance avec la France dès 1875 parce qu'ils tiennent à leur terre. Ils ne veulent pas que leur terre soit soumise au régime, je veux dire, madianké. On s'adapte aussi. En fait, les marabouts vont s'adapter après le djihad à la traite arachidière. Suite à la fin de la traite négrière, il y a un nouveau produit qui arrive. C'est cette pistache industrielle qui nous arrive et qui pousse en fait le monde paysan à faire même du régime madianké une sorte de refuge identitaire des masses. C'est une identité collective, même si c'est pas forcé, c'est un besoin face à une nouvelle conjoncture. Il faudra aussi prendre la dimension anthropologique et l'embrasement des sociétés lignagères qui finissent par codifier cette possibilité de concubines et d'épouses serviles. Au Sénégal, ce sont les taras, les marabouts vont se vouer à ces mariages extra-classe, c'est-à-dire des jeunes filles qui ne sont pas de la bourgeoisie et qui permettent d'avoir des bras. Donc, beaucoup d'enfants permet d'avoir, entre guillemets, des moissonneuses batteuses, une mécanisation avec la force des bras. Donc, la légitimation idéologique et l'établissement des schémas sociaux d'affranchissement permettent désormais de soumettre des franges de la population issues soit du système en fait, hors élite maraboutique ou de la basse classe. Les enjeux fonciers à partir de 1871, que ce soit au Toro, au Djolof, au Kayor, vont avoir un impact réel sur les populations. Donc, premièrement, un régime madianké qui défend la thèse d'une nécessité de sauvegarder un patrimoine rigoriste, c'est aussi une réalité, qui ne saurait gommer les territoires et surtout le sentiment de certains autochtones. C'est le cas de l'Amtoro Samba Omane Sal du Toro, qui refuse de céder ses terres. C'est le cas de la Dior, c'est le cas d'Al-Bouringay, mais aussi toute cette classe royale qui, très tôt, en fait, n'adhère pas au projet d'un État islamique parce que le djihad est très court, ça part de 69 jusqu'à 1875.
qui ne va pas permettre d'ériger du Maroc de Douai, donc autour jusqu'à la ville de Rufisque, le lac Tadma, un État islamique qui intègre ces territoires qui n'ont pas la même obédience et qui ne sont pas de la même ethnie. En guise de conclusion, hein, il me reste 2 minutes, je vais essayer de respecter un peu le temps. Donc, en étudiant le djihad d'Ahmadou Chekou, beaucoup d'historiens, c'est le cas de Paul Marty, d'Edward Robinson, de Mamadou Diouf, qui a traité le foncier au Cayor, en link avec le mouvement madianké, ils ont tous accordé plus d'importance à l'aspect islam militant. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. Hein. Or, il y a cette piste à explorer, hein, et celle-ci qui va au-delà d'une histoire qui s'intéresse à la propagation de l'islam, c'est-à-dire de la foi soufie, du madiankisme. Bon, bref, à la mystique musulmane. L'on doit davantage accorder une place non négligeable à la hiérarchie sociale, au subalternisme entre tout couleur guide et Wolof soumis, et surtout à la conquête des territoires, conquête rendue, je veux dire, facile par le système des alliances, c'est-à-dire les mariages. Si le djihad n'a pas duré, hein, et s'est arrêté très vite sans pouvoir mettre sur pied un État islamique, une organisation, le mouvement a su conserver des territoires et les exploiter, assurer la perpétuité de la propriété foncière, bien visible aujourd'hui avec le régime madianké Empire Wolof, et qui intéresse aujourd'hui l'État du Sénégal, puisque malgré la loi de 1964 qui parle de domaine national et l'acte 3 de la décentralisation de janvier 2013, non seulement la terre est devenue aujourd'hui, au moment où je parle, un butin de guerre entre les différents acteurs pour le régime maraboutique Madiankobé, c'est-à-dire partisans d'Ahmadou Chekou, donc aujourd'hui au Sénégal, surtout au niveau du monde rural, en l'absence de compromis, l'on doit considérer que les principes du droit foncier coutumier. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci bien, M. Daouda Diop, pour votre intervention qui reste dans le temps. Vous avez fait 19 minutes. Vous avez un crédit d'1 minute que vous pourrez utiliser tout à l'heure. Je voudrais prendre, je pense, comme on est en présentiel et en virtuel, d'abord peut-être demander s'il y a des questions en ligne, s'il y a quelqu'un qui veut réagir rapidement sur cette présentation. Sinon, Laurent, tu veux dire un mot? Non, pas forcément. En tout cas, s'il y a un intervenant en ligne, il pourrait demander la parole et la parole lui sera accordée. En attendant, vous avez beaucoup mis l'accent sur des enjeux fonciers. Une des questions, moi, qui me vient à l'idée rapidement que je voudrais poser, c'est la question donc de la religion des autres, notamment les tout couleurs, qui se sont mis dans une logique non, pas de tout couleurs. La religion donc des Wolofs. Il y a beaucoup de... Donc, M. Diop, en attendant d'avoir des questions en fait en ligne ou dans la salle, je souhaiterais que vous puissiez peut-être développer davantage des aspects peut-être qui n'ont pas été abordés, notamment la question de la religion des Wolofs, parce qu'en fait, on voit que l'enjeu foncier tourne essentiellement autour de Ba, donc de Chekouba, d'Amadou Chekouba, qui voulait donc faire un djihad madianké, qui a rencontré des résistances locales dans une réalité logique de protection des terres, donc l'enjeu est là. Mais moi, il y a 2 questions qui me taraudent rapidement, parce que si je prends le cas spécifique du Mali, nous sommes dans une société inégalitaire, où de fait, dans chaque terroir, nous avons ce qu'on appelle les nobles et les captifs, que ce soit le centre du Mali ou toutes les régions du Mali considérées. Et donc, dans ce cas-là, ce n'est pas forcément la même dynamique et la même question, la même problématique d'accès et d'usage des ressources naturelles, notamment le foncier, et peut-être le cas sénégalais, où nous avons peut-être des Wolofs qui, dans ce cas précis, doivent aussi être des nobles et qui résistent, qui est dans une logique de protection donc, de leur terre et qui vont trouver peut-être un peu d'opportunités qui vont exploiter, notamment la présence du pouvoir colonial, d'où l'alliance que vous avez évoquée avec le pouvoir colonial dans une logique aussi de protection des terres. Donc, quelle était
finalement la religion donc de ces Wolofs-là, parce qu'on parle quand même du djihad, je comprends bien la dimension économique sur laquelle vous avez beaucoup mis l'accent, mais le djihad n'a pas forcément aussi que cet enjeu-là. Il y a aussi un enjeu d'islamisation. Voilà. Donc ça, c'est une question déjà à laquelle vous pouvez peut-être répondre. Oui, merci beaucoup. En fait, ce qu'il faudra comprendre, c'est que, en fait, à partir de 1444, plus précisément, c'est là où, en fait, avec l'ouverture sur l'Atlantique, il y a en fait, les Européens qui arrivent, les Portugais d'abord, et qui vont alimenter les régimes conflictuels. À la base, les Wolofs sont d'obédience de religion traditionnelle, que ce soit païenne, entre guillemets. Alors moi, je n'aime pas utiliser ces qualificatifs de religion païenne animiste, puisque pour moi, lorsqu'on croit juste en soi, on est déjà, alors on croit en quelque chose. Mais ce qu'il faudra comprendre, c'est qu'ils vont refuser, dans la longue durée d'ailleurs, de 1444, avec l'arrivée des caravelles, cette victoire dont parle Bakile, qu'il a emprunté des Portugais, victoire des caravelles sur les caravanes du Sud, et qui permettent un peu de soumettre, mais de vouloir soumettre les Wolofs à la religion islamique, mais ils vont refuser jusqu'à 1895 avec l'arrivée d'Ahmadou Bamba, un autre marabout Wolof. Les Wolofs étaient d'obédience de religion entre guillemets animiste. Alors, on va le reprocher d'être dans le syncrétisme religieux. On va le reprocher de vouloir s'allier aux Européens, de vouloir s'allier même aux étrangers pour défendre leur terre. Alors, c'est vrai que c'est un élément très essentiel, important à soulever, c'est-à-dire cette confrontation entre deux régimes, en fait, d'obédience différentes. Pour les Wolofs, religion traditionnelle, qui tiennent aussi à leur terroir, mais aussi il faudra noter l'influence du Ouagadougouana. Je le dis souvent à mes étudiants. Il n'y a pas une différence entre ce qu'a été le Ouagadougouana et l'Empire Wolof, c'est-à-dire le Grand Jolof, puisqu'il y a eu des influences. Le Ouagadougouana reste la matrice culturelle de toute l'Afrique de l'Ouest. Jusqu'au prénom d'ailleurs, quand vous dites Lat Soukabe, Lat c'est pas Wolof, Lat c'est Mandé, Soukabe c'est Paul. Donc cette confrontation n'est pas seulement d'ordre idéologique, mais c'est aussi d'ordre religieux. Et puis la France va jouer aussi un rôle non négligeable à partir de 1854. C'est d'essayer aussi de créer des Sénégambiers francophiles. C'est le cas de la Dior qui à un moment donné va s'allier à la France et qui va bénéficier aussi de l'école des États. Son fils va devenir chef de canton dans le Cadior. Donc ça, c'est important de le souligner. Donc, premier facteur, c'est la religion. Donc, évidemment, deuxième facteur, c'est la terre, puisque les Wolofs tenaient à la terre de leurs ancêtres, que ce soit la Dior, que ce soit Albouri, même en pays tout couleur, c'est le même système. Lamtor Samba Oumane va dire niet donc à ce projet sous la houlette d'Ahmadou Chekouba, mais parce que pour lui, il n'est pas question d'intégrer en fait ce projet qui veut tout simplement créer un link entre les ethnies de toute couleur et les ethnies Wolof dans une confédération, donc allant du Marigot Doué jusqu'à la place. Merci bien. Donc, il y a vraiment qui souhaiterait poser une question. Oui, merci beaucoup, M. Diop, pour la présentation. J'avais une question, deux questions mélangées. C'est que la première, ce qui m'intéressait, c'était de savoir quelles sont les connexions au moment de l'émergence de ce djihad spécifique, les connexions avec les autres mouvements de djihad qui, en Afrique de l'Ouest, étaient déjà en cours, donc vers le Massina, par exemple, ou encore vers toute la partie du Nigeria qui avait déjà cours. Et donc ça, c'est une première question. Et la deuxième, c'était de savoir, avec l'émergence de ce nouveau régime foncier basé sur la religion, en quelque sorte, est-ce qu'il y a aussi en fait, de nouvelles
figures de gestion ou des gestionnaires de la terre qui apparaissent avec ce nouveau régime et qui sont-ils et puis quelles sont les innovations en termes de gestion de la terre que ce régime du djihad a introduit. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a une connexion? Monsieur Diop, oui. S'il vous plaît, on va peut-être prendre 3 questions au moins et vous donner le temps de réagir à ces 3 questions. S'il vous plaît. Ok, ça marche. Le deuxième intervenant en ligne, c'est qui? Ok, c'est Al-Mustafa Amadou. Ok. Je suis dans une organisation suisse du nom de HD. Nous faisons de la médiation en Afrique de l'Ouest. Ok. J'ai 2 questions. La première question, c'est, je veux qu'on définisse ici qu'est-ce que c'est que le djihad et quelle est son évolution dans le temps au Sénégal, peut-être en Afrique de l'Ouest, s'il a évolué. Merci Ma bien. deuxième question, c'est le djihad rapporté au foncier. Dans quel domaine de la gestion du foncier il a été utilisé et comment? Est-ce qu'il a été utilisé pour l'accès au foncier ou bien pour le contrôle du foncier au Sénégal? Merci. Merci bien. Donc, en salle, on va prendre 2 questions. On va donner la parole maintenant à Dieu pour réagir. Comment tu t'appelles? Ok. Ok. Bonjour, M. Diop. Merci pour, Bonjour. voilà, merci pour votre intervention. Donc, moi, j'ai une petite question. Donc moi, je veux savoir s'il y a un lien historique entre le djihad El-Mamiba et celui de l'âge mortal. Attention que l'âge mortal était un potanqué. Donc, ils sont arrivés au Soudan occidental, a causé une grande pression sur les fonciers agricoles, notamment avec la destruction des structures politiques du Qatar et de Ségou. Donc, est-ce que, selon vous, le djihad de l'âge mortal s'inscrit dans une logique d'inspiration du djihad entamé par El-Mamiba au Sénégal? Merci bien. Alors, une dernière question. Présente-toi. D'accord. Parle fort. Bonjour la salle et bonjour l'intervenant et merci pour la brillante exposé. Je suis Armand Dambélé, doctorant. J'ai une question qui est la suivante. Est-ce qu'il y a une différence entre les principales formes et l'évaluation djihadiste, classique avec historique, le djihad par excellence, et les Alors, j'entends un peu mal, en fait. Je pense que... Ok, il va s'approcher du micro. Il va s'approcher. Pose directement la question. D'accord. Alors, bonjour, la question est la suivante. J'aimerais savoir s'il existe une différence entre les principales formes de revendications djihadistes, c'est-à-dire le djihad par ascendance, et les formes de revendications que nous connaissons aujourd'hui, qui sont animées, n'est-ce pas, par les mouvements djihadistes qui se profilent au Sahel. Voilà, merci. Je ne sais pas si la question est comprise. Merci bien. Monsieur Daouda Diop, vous avez la parole pour répondre aux 4 questions qui ont été posées. D'accord. Alors, je pense que les questions s'entremêlent. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une connexion entre le djihad d'Amadou Chekouba et le djihad qu'on a connu dans les autres contrées de l'Afrique de l'Ouest? Je pense qu'il y a un mouvement graduel. Hein. Il faut partir. D'abord, comme je vous l'ai dit dès le début, en fait, le djihad en tant que chronologie ne m'intéresse pas. Moi, j'essaie un peu de retrouver un peu la problématique du foncier, la problématique du subalternisme, que je retrouve d'ailleurs, hein, l'intérêt du foncier, en tout cas pour les marabouts, puisque donc, en histoire, nous travaillons sur ces 3 facteurs, les acteurs, le temps et les espaces. Les espaces sont incontournables. Vous pouvez maîtriser les hommes, d'accord, mais si vous ne maîtrisez pas les espaces, ça ne marche pas. Donc, jusqu'à aujourd'hui, donc, les gens se battent. En tout cas, même pour ce qu'on appelle le djihad moderne, c'est pas
Les gens veulent contrôler les terres, veulent contrôler les richesses. Il y a cet aspect de propriété, entre guillemets, privée. Donc, pour le djihad d'Ahmadou Chekouba, en fait, il intervient entre 1869 et 1875. C'est une sorte de continuité peut-être de celui de l'âge Omar. Je vais y revenir d'ailleurs pour la troisième question, puisqu'il y a un link. Donc, figure de gestion, pour ce qui est des régimes maraboutiques à partir de 1875, bien avant, il y a eu cette délimitation des territoires, hein, avec la colonisation. Vous avez les cercles, les cantons, les chefs de village. Les marabouts vont s'adapter. En fait, les musulmans vont s'adapter. Ils vont utiliser les mouhadam, en fait, des sortes de lieutenants. Hein. Donc, d'ailleurs, moi, je rigole souvent pour dire lieutenant, c'est celui qui Oh. Tiens. Ouais, tu peux. L'université n'a pas les moyens, Laurent. L'université a un groupe qui ne marche pas. C'est un grand groupe qui prenait toute la cité. Voilà, alors, c'est le djihad al-nafs. Mais ce qu'il faudra noter, c'est que le djihad d'Ahmadou Chekou est marqué par un rigorisme, alors qui essaie un peu d'appliquer les règles, qui ne marchent pas. Hein, puisqu'il y a eu quand même en fait des attaques dans le Jolof, il y a eu des attaques dans le Cayor, dans le Toro. Il y a aussi le fait qu'on mette en avant un peu le foncier dans le Toro. Et quand Ahmadou Chekou perd le Toro et le Fouta, eh bien, il va s'allier en fait au Cayor et au Jolof. Donc, c'est en fait un peu cette particularité. Ce qu'il faudra noter pour créer le lien aussi avec El Hadj Omar, c'est que le père d'Ahmadou Chekou est le condisciple d'El Hadj Omar Al-Fouti Tall. El Hadj Omar Al-Fouti Tall, qui part des années 1850 jusqu'à sa mort dans les fraises de Badjagara à 1864. Donc, djihad qui est hors Sénégal, je ne vais pas dire donc hors Sénégambie, mais hors Sénégal, puisque causé par le fergo omarien suite à la bataille de Matam en 1858. Donc, Faidherbe donc, va gagner la bataille de Médine en 1857, la première fois où les pays ont été expérimentés. Et deuxième bataille de Médine, eh bien, El Hadj Omar est obligé de quitter, je veux dire, les terres sénégalaises. Donc, différence. Alors, quatrième question entre le djihad et le djihad au Sahel. Ce qu'il faudra noter, c'est qu'il y a un lien, donc, ou même un facteur mais commun, c'est que le foncier est une réalité, hein? L'envie de contrôler le foncier, l'envie d'être à la propriété et des hommes, entre guillemets, aspirants, entre guillemets, et surtout des terres. C'est ce qui fait un peu le lien entre ce djihad que nous essayons d'étudier et surtout, en fait, ces mouvements islamistes que nous connaissons aujourd'hui, et fait la différence d'ailleurs entre l'islam et l'islamisme, c'est très important. Il y a des musulmans qui font l'amalgame, puisque islam venant de salam en arabe, la paix, islamisme pour moi c'est une doctrine infernale, une doctrine qui n'a rien à voir avec le vivre ensemble, avec la symbiose et surtout avec seulement la fraternité. Je ne sais pas est-ce que j'ai bien répondu à la question, j'essaie de jouer avec le temps, c'est pour ça que j'accélère, hein, je suis un peu speed. Voilà. Ça va? Oui, il ne reste que 3 minutes pour l'intervention de Bakary. C'est bon? Oui, bien. Bakary veut souhaiter poser une question. Okay. Bonjour. Moi, ma question. Bonjour. Okay. Ma question, c'est par rapport au statut, au rôle de femme. Dans cette question, dans cette dynamique de protection de la terre chez les Mayankoubé, si je prononce bien. Ma question, c'est ça. Quel était en fait, ou quel est en fait le rôle et le statut des femmes? Merci. Alors, quels sont le statut des femmes? Oui, c'est ça. Une très intéressante question que j'ai essayé d'aborder d'ailleurs. Hein. Donc, j'avais 4 parties, mais avec 20 minutes, je n'y arrive pas. Les femmes ont joué un rôle essentiel, incontournable. En tout cas, pour ce qui est, et je pense que j'en parle, et c'est même pas normal, puisque je sais que Fatoumata même va me taper dessus.
et je pense que le constat est là. En fait, les femmes ont joué un rôle d'alliance, mariage. Donc, ça a permis de, alors par les lignages entre ethnie toucouleur et wolof. Je donne en fait un exemple illustratif. Alors, Mohamed Ahmed, par exemple, va aller dès 1829, bien avant 1869, mais prendre femme à Koki, un pays wolof. De ce mariage est né Ibra Pendo Guyoba, de père toucouleur, mais de maman wolof. Ça va permettre à Ahmadou Chekouba de conquérir par le sang, par l'alliance mariage, dès 1871, les pays wolof. Donc la femme a joué un rôle de second plan que pour le mariage, ce qui n'est pas d'ailleurs normal. Et je pense que ça doit intéresser ceux qui travaillent sur le genre. De 1869, en tout cas jusqu'à même 1895, avec Cheikh Amadou Bamba, l'on se rend compte que en fait, la femme n'a occupé que ce rôle qui permet de nouer alliance et de conquérir les terres. Cheikh Amadou Bamba, par exemple, a eu presque plus de 30 épouses. Chez les Had Boukonta a eu plus de 35 épouses. Ça a permis d'avoir des femmes dans des entités politiques différentes. Et le jour où, en fait, on s'intéresse au foncier, eh bien, on va dire, tiens, eh bien, n'oubliez pas qu'on est des cousins germains, donc j'ai droit à ce titre foncier entre guillemets traditionnel et qui se soumet à un contrôle maraboutique. C'est exactement ça pour le régime madianké, qui, lorsqu'il perd le Fouta Toro entre 69 et 70, donc on va jouer sur cette alliance dont la dorsale reste les femmes wolof. Je pense que c'est une piste à explorer, c'est une piste à exploiter, parce que c'est quand même intéressant. Voilà grosso modo le rôle de la femme, en tout cas pour ce que je sais, dans ce processus de subalternisme que l'on retrouve bien dans le djihad madianké d'Ahmadou Chekouba. Merci bien, M. Daouda Diop. Nous n'avons plus le temps pour la discussion. Je sais que vous serez disponible pour continuer les échanges par email avec tous ceux qui auront des questions à vous poser.